Donc, c'est d'abord pour ces raisons qu'on a décidé de continuer avec Lénine. Mais effectivement, parler de Lénine, ce n'est pas forcément aussi évident que de parler de Karl Marx. En tout cas, ça peut être plus clivant. Je vous disais dans un cours précédent que Marx, aujourd'hui même, certains libéraux, bourgeois, etc., revendiquent un Marx de manière totalement tronquée, dépolitisée, en disant voilà, Marx, c'est un économiste brillant, etc., mais dès qu'il s'est occupé de politique, c'est plus trop ça. Donc, mais on voit que quand même, et il me semble aussi, Lénine, il dit dans l'État et la Révolution que souvent les grands penseurs révolutionnaires, après leur mort, ils sont en quelque sorte canonisés, y compris par une partie de la bourgeoisie, pour essayer d'émousser le tranchant révolutionnaire de leurs œuvres. Et c'est un peu ce qui a pu arriver d'une certaine manière à Marx. Mais Lénine, c'est un peu l'inverse. Au contraire, il est à la fois totalement haï par la bourgeoisie et les penseurs libéraux. Par exemple, quand on fêtait le centenaire de la Révolution de 1917, je ne sais plus c'était quel journal, Le Figaro, ou je ne sais plus quel journal bourgeois qui titrait Lénine, l'inventeur du totalitarisme, le père de Staline, etc., le grand dictateur. Donc il est haï par la bourgeoisie, mais ce qui est intéressant, ce qui peut interroger, c'est qu'y compris à l'extrême gauche, évidemment, il y a énormément de courants et de marxistes qui revendiquent l'héritage de Lénine, mais un héritage d'une certaine manière tronqué, puisque ce qu'on entend souvent, y compris donc chez les militants, c'est l'idée de dire que Lénine, voilà, c'est un homme politique très important, qui a participé évidemment de la formation du mouvement ouvrier, mais que c'était un homme politique, notamment en son temps et pour la Russie, et que voilà, il ne faut pas chercher à essayer de généraliser ou de voir en quoi est-ce que sa pensée elle peut être encore actuelle, ou pour des pays comme la France, etc. Et donc on voit que c'est plus difficile de parler de Lénine, et bon, c'est en grande partie dû au stalinisme, puisque le stalinisme, il s'est employé à essayer de se présenter comme l'héritier précisément de Lénine et à s'appuyer sur l'autorité qu'avait Lénine comme figure de la révolution d'octobre pour essayer de justifier et d'asseoir la prise de pouvoir de Staline dans le parti communiste du RSS, et y compris le stalinisme se faisait appeler le marxisme-léninisme. Donc c'est une difficulté c'est aussi parce que c'est un héritage qui est en bataille, mais c'est aussi le symptôme de quelque chose de plus profond, il nous semble, avec Révolution permanente, et notamment du fait qu'il y a une certaine disparition de ce qu'on appelle, nous, le marxisme à prédominance stratégique, c'est-à-dire le marxisme pas simplement comme posture théorique ou posture académique, universitaire, mais comme pensée tournée vers l'action, comme pensée politique, comme guide pour l'action, pour reprendre une formule de Lénine. Et à ce titre, ça nous paraît particulièrement intéressant de s'arrêter sur Lénine, puisque Lénine, c'est l'un de ceux qui incarnent le mieux cette fusion de la théorie marxiste et de la pratique révolutionnaire. Et c'est pour ça qu'on vous propose de s'arrêter sur ses apports, ses idées. Et c'est une manière pour nous aussi d'essayer de se situer dans l'archipel des 1000 marxismes qui peut exister, parce qu'on pense que les problèmes de stratégie aujourd'hui, ils sont fondamentaux quand on voit la crise historique du capitalisme, mais aussi les retours de la lutte de classe. Donc, je ne parle pas plus longtemps, je vous annonce simplement que c'est un cycle qui se fera de nouveau en 3 séances. Donc la première séance aujourd'hui avec mon camarade Philippe Alcoy que je vois connecté. Salut Philippe, et qui est donc membre du comité éditorial de Révolution permanente, mais aussi du supplément théorique de RP Dimanche, et qui est notamment spécialiste des questions internationales. Donc je vais lui laisser la parole dans quelques instants. La deuxième séance aura lieu lundi prochain à la même heure avec mon camarade Renaud, et portera sur la question de Lénine, l'État et la Révolution. C'est un texte très connu de Lénine. Et enfin, une troisième séance avec ma camarade Daniela Kobé, qui est membre de la direction du NPA et de Révolution permanente, pour s'arrêter et discuter de la question du parti léniniste, puisque Lénine, je le disais, a beaucoup théorisé, mais surtout a été l'un des principaux dirigeants du parti bolchevique. Donc, je termine, je rappelle simplement les modalités. Donc, les caméras et les micros ne fonctionnent que pour Philippe et moi. Moi, je vais me déconnecter. Je laisse la parole à Philippe pour une introduction d'une cinquantaine de minutes environ. Pendant ce temps, on vous invite à poser toutes vos questions, remarques, interventions sur le chat de la conversation, qui se situe quand vous cliquez sur l'onglet « Converser » en bas
de l'application Zoom et j'essaierai de recueillir toutes vos remarques et je poserai ensuite les questions à Philippe pour un petit échange à la fin de son introduction. Voilà, bonne séance et Philippe, je te laisse la parole. Oui, oui, bonjour à tout le monde, merci Marina. Et oui, voilà, comme Marina l'a dit dans l'introduction, aujourd'hui, on va s'occuper de Lénine et comme penseur de l'époque des crises, guerres et révolutions. Pour ça, il me semble que c'est pertinent et important de d'abord contextualiser un petit peu, donner quelques pistes, quelques caractéristiques de l'époque, quelques contextualités tout simplement. Ok. Du coup, à quel moment Lénine commence à réfléchir sur cette question, ou en tout cas, commence à élaborer, commence à voir cette question des crises, guerres et révolutions et le placer plus dans des écrits, dans des discours, dans des débats internes, mais surtout dans des luttes politiques. Bon, le contexte, c'est celui de la Première Guerre mondiale, début de la Première Guerre mondiale, et en même temps, le contexte de l'apparition, ou pas l'apparition, mais en tout cas, l'enracinement, l'enracinement de la phase impérialiste du capitalisme. Une nouvelle phase, dans laquelle rentre le capitalisme. Cette Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'elle a signifié? C'était l'éclatement de la première guerre entre des puissances impérialistes qui se donnaient, qui apparaissaient dans le monde. C'est une guerre, d'ailleurs, la Première Guerre mondiale, qui avait pour but réel le repartage ou la lutte pour le partage du monde entre cette poignée des puissances impérialistes. C'est pour ça, d'ailleurs, que Lénine et les marxistes de l'époque vont considérer et déclarer que cette guerre, c'était une guerre réactionnaire, une guerre impérialiste. Voilà, ça c'est une première, je pense, une première définition importante et élément de contextualisation. Mais ce n'était pas le seul. C'était pas le seul. L'autre élément important de contextualisation, c'est celui de la trahison et de la faillite de la Deuxième Internationale. Marina l'a dit un peu dans l'introduction. En fait, c'était quoi la Deuxième Internationale? À l'époque, les organisations marxistes qui s'appelaient socialistes révolutionnaires, organisations social-démocrates, ils étaient organisés au sein d'une organisation internationale appelée la Deuxième Internationale, qui organisait des millions de travailleurs à travers le monde, notamment en Europe, qui dirigeait des syndicats, qui avaient construit et développé des organisations de masse en Europe, et dont le principal parti était le SPD allemand, le Parti social-démocrate allemand, qui influençait lui-même influençait des millions de personnes. Il organisait des centaines, des milliers de travailleurs, d'adhérents. Il dirigeait des syndicats, on calcule qu'entre 2 millions, 1,5 million, 2 millions, 3 millions de travailleurs, et avait une base électorale aussi très importante. C'est pourquoi on dit justement, on parle de la faillite, on parle de la faillite de cette énorme organisation. C'est parce que justement, au moment où la guerre explose, se déclenche en réalité, c'est beaucoup des différentes organisations qui appartenaient à la Deuxième Internationale, sauf quelques exceptions ponctuelles, individuelles, ont soutenu leur propre bourgeoisie pour rentrer dans la lutte, rentrer dans cette guerre réactionnaire, comme je disais au début.
Le SPD allemand, par exemple, a voté les crédits de guerre permettant ainsi que la bourgeoisie impérialiste allemande rentre dans la guerre. Face à cette situation, Lénine et d'autres socialistes dans différents pays ont mené une lutte politique très importante, mais surtout ont rompu effectivement avec la Deuxième Internationale, mais surtout voyaient la nécessité, il se posait une nécessité très importante de réarmer les révolutionnaires face à cette trahison et cette faillite de l'organisation qui était la plus importante organisation des marxistes dans le monde. Le SPD allemand, à la tête du SPD allemand, il y avait Karl Kautsky, qui était non seulement le principal dirigeant de la social-démocratie allemande, mais qui était le principal théoricien et dirigeant marxiste au monde, qui avait connu, il avait travaillé avec Engels. Et donc, voilà, c'était pas ce qui venait de se passer, c'était pas une petite affaire. Au contraire, c'était un grand événement qui imposait à Lénine et aux marxistes de se réarmer et repenser justement un marxisme et une stratégie pour la révolution et la prise du pouvoir. Nous considérons que les leçons que Lénine tire de cette situation sont toujours valables et sont toujours d'actualité, en quelque sorte, ont transcendé Lénine lui-même, le temps de Lénine, et qui nous servent aujourd'hui pour réfléchir à la question de la stratégie pour la prise de pouvoir, à la lutte révolutionnaire. Mais effectivement, depuis l'époque où Lénine a écrit, il y a eu des changements, le capitalisme et certains aspects ont évolué, et certains aspects se sont approfondis de ce qui a été observé par Lénine dans cette époque de crise, guerre et révolution, l'époque impérialiste, l'époque des monopoles. Mais malgré ces changements, malgré ces évolutions, on considère qu'on vit toujours dans cette période, dans cette époque impérialiste, des crises, guerres et révolutions. Évidemment, ici, on ne peut pas aborder toute la richesse de la pensée léniniste, de la pensée de Lénine. Je vais plutôt me concentrer sur, je vais donner quelques pistes sur la question économique, etc., mais surtout me concentrer sur des aspects de la lutte anti-impérialiste, la lutte et de l'internationalisme tel que posé par Lénine. Donc. Pour ça, je vous propose de commencer justement en abordant quelques caractéristiques de cette nouvelle époque, nouvelle phase du capitalisme que Lénine appelle impérialisme. Parfois, même si c'est un terme que je vais moins utiliser, voire pas utiliser parce qu'aujourd'hui il a évolué, de capitalisme financier, qu'il appelle, même si ce terme a beaucoup évolué, donc comme je disais, je vais moins l'utiliser. Donc je vous propose dans un premier temps qu'on voit quelques caractéristiques économiques et politiques, des conséquences politiques aussi de l'époque impérialiste. Ensuite, qu'on voit, qu'on aborde la question des guerres, la question de la guerre et l'attitude des marxistes face à la guerre, non seulement par rapport à la Première Guerre mondiale, c'est le cas du contexte, en tout cas, d'élaboration de Lénine qu'on va privilégier ici, mais plus en général, une réflexion plus en général sur les guerres et les différents types de guerres et l'attitude de marxistes face à ça. Et enfin, je voudrais revenir sur un aspect très important dans la politique de Lénine et dans la stratégie de Lénine qui est la question de la lutte pour des peuples, pour le droit des nations à disposer d'elles-mêmes et la relation avec la lutte pour le socialisme de ça. OK? Donc, si ça c'est le pacte, on peut aborder déjà la première partie. Bon,
pour aborder la première partie sur les questions les caractéristiques économiques et politiques de l'impérialisme. Et Lénine, c'est pas le seul qui a écrit dans le marxisme, et même au-delà, le seul qui a écrit dans le marxisme sur l'impérialisme. Rosa Luxembourg et d'autres ont aussi écrit. Et, mais voilà, là on est en train de discuter Lénine, je vais aborder quelques caractéristiques d'un point de vue économique, parce que Lénine, il a écrit un livre qui s'appelle L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, qui se base essentiellement sur les aspects économiques de l'impérialisme, notamment à cause de la censure qui existait en Russie tsariste. Vous savez, la Russie à l'époque était dominée par une monarchie tsariste très répressive, et où il y avait la censure, donc c'était difficile d'aborder des questions politiques. Donc, ce livre, il était surtout basé sur, enfin, essentiellement axé sur les questions économiques, mais Lénine, dans des articles, dans des débats, des polémiques, dans des documents internes et tout, développait aussi les aspects, justement, les aspects politiques. Donc, pour aborder déjà et de façon un peu schématique, parce que ce n'est pas l'axe de ce que je voudrais dire, et même la question de l'impérialisme, et là, je vais procéder à donner 5 caractéristiques économiques que Lénine donne de l'impérialisme, mais ce n'est pas ni l'axe principal de ce que je veux dire, mais et en même temps, ça pourrait même avoir une autre... on pourrait faire même une autre formation sur l'actualité, justement, de l'analyse économique de l'impérialisme et comment ça a évolué, quels aspects se sont accentués, etc. etc. Donc, je commence alors pour donner les caractéristiques, en tout cas, qui a dénommé Lénine, sur cette nouvelle phase du capitalisme. Donc, la première, c'est le fait que les monopoles sont ceux qui dominent la vie économique, à la différence du capitalisme de l'ancienne phase où régnait, où il y avait une certaine libre concurrence entre les différentes entreprises, groupes différents capitalistes. Dans la phase impérialiste, et ça c'est, Lénine disait, peut-être la définition la plus importante d'un point de vue économique, ce sont les monopoles qui dominent la vie économique. Pour comprendre bien un peu de quoi on parle, je vais donner quelques exemples actuels pour voir comment ça a une réalité même aujourd'hui. Pensons par exemple à des branches comme l'aéronautique. Dans la branche aéronautique, il y a combien d'entreprises que vous connaissez qui fabriquent par exemple des avions et d'autres? On a essentiellement 2 grandes multinationales qui sont Boeing et Airbus. Il y a d'autres, évidemment, il y a une entreprise chinoise, le nom m'échappe, mais voilà. Mais en tout cas, il y a quoi? Mettons, pour être généreux, 3, 4, 5 entreprises, grandes entreprises qui dominent le marché. En réalité, c'est principalement 2. Et là, on voit la question du monopole. Mais si on prend une autre branche, comme l'automobile, pareil, peut-être il y a un peu plus des multinationales qui dominent, mais c'est quelques, mettons 10, 15, 20 entreprises qui dominent le marché mondial quand on entend parler. Et bon, l'informatique, pareil, c'est Microsoft, peut-être Apple, et maintenant il y a des frictions avec Huawei, le chinois, mais il y a comme ça, je pense qu'on pourrait continuer dans plein de branches et voir qu'est-ce que Lénine veut dire par rapport à la question des monopoles qui dominent la vie économique, par rapport à un autre capitalisme où il y avait plus cette idée de libre concurrence. Non? Deuxième caractéristique que mentionne Lénine, la fusion du capital bancaire et le capital industriel. Même si aujourd'hui, il y a une relative indépendance de certains fonds d'investissement, etc., on comprend bien, par exemple, comme que toutes les multinationales, PSA, pour parler des Français, non, PSA, Renault et d'autres,
ont tous des branches financières. Okay? C'est des multinationales qui produisent, qui ont une production, mais aussi qui ont des branches financières. Et c'est ça peut-être un des aspects, voilà, un des aspects importants de l'époque impérialiste d'aujourd'hui. Troisième caractéristique de l'impérialisme en termes économiques que Lénine dénomme. L'exportation des capitaux, devient aussi importante que, ou voire en réalité plus importante que l'exportation des marchandises. Ça, c'est très important parce que aussi dans la définition de l'impérialisme, Lénine, il dit que c'est la phase du capitalisme où le capitalisme devient le plus parasitaire. Et quand on parle d'exportation de capitaux, on voit comme il y a des banques qui vivent des l'usure, par exemple, de prêter de l'argent à certains pays, entreprises, etc. Ils vivent des profits du fait de prêter du capital. Et ça devient une arme importante aussi, très importante des dominations et des asservissements, comme on verra plus tard, des différents pays à travers le monde par les puissances impérialistes. Et c'est lié effectivement à la fusion entre au point président entre la fusion du capital industriel et le capital bancaire. Et oui, c'est ça. Quatrième caractéristique de l'époque impérialiste, c'est la formation des trusts, des syndicats patronaux, des cartels, des multinationales, des grandes entreprises. Si on pense par exemple à l'OPEP, l'organisation des producteurs de pétrole, c'est une association de producteurs justement où ils essayent de fixer, ils fixent le prix du pétrole, ils déterminent les volumes de production, etc. Et comme ça, on pourrait multiplier les exemples. Et enfin, cinquième caractéristique, et qui va être très important pour la suite de ma présentation ici, qui est que le fait qu'à l'époque impérialiste, le partage territorial du monde est fini. Ce partage est, entre mille guillemets, pacifique entre les différentes puissances coloniales qui se sont partagées le monde. Ça, à l'époque impérialiste, est fini. Et d'ailleurs, c'est ça qui va provoquer d'ailleurs beaucoup des contradictions et même amener jusqu'à la guerre, la Première Guerre mondiale, comme on va voir. Ça veut dire quoi? Que le capitalisme, tel qu'on nous le vend, même aujourd'hui, depuis tout petit, comme un système de concurrence libre, etc., en réalité, c'est fini depuis. C'est pas que la concurrence est finie, mais en tout cas, ce capitalisme, soi-disant de la libre concurrence entre divers capitalistes, en réalité, il est fini depuis au moins le début du XXe siècle. Et comme je disais, ça ne veut pas dire que la concurrence entre les différents monopoles, etc., n'existe plus, mais en tout cas, ce capitalisme qu'on nous vend de la libre concurrence, comme pas, ça, c'est fini. Et c'est d'ailleurs ce capitalisme de la libre concurrence, et ça c'est important, qui a engendré le capitalisme impérialiste, le capitalisme monopoliste qu'on connaît aujourd'hui. C'est ce capitalisme, cette phase intérieure qui engendre l'impérialisme. Et ça, c'est important pour voir que c'est le fonctionnement normal, la dynamique du capitalisme qui tend à développer, et justement la nouvelle phase qu'on connaît, qui est l'impérialisme. Maintenant, pour aborder plus sur les questions politiques et les conséquences politiques de l'époque impérialiste. Je vais aborder trois points, sûrement, il y en a d'autres, mais moi je pense 3 points en tout cas qui vont servir ensuite pour continuer cette présentation. La première conséquence importante politique qu'on doit prendre en compte, c'est que dans l'époque impérialiste, le monde est divisé, clairement divisé, entre des pays
impérialistes oppresseurs, des pays colonialistes et des pays, d'une part, et des pays dominés par l'impérialisme, pays colonisés, semi-colonisés, etc. Ça va avoir des conséquences, d'autres conséquences. Par exemple, qu'au niveau de la bourgeoisie au niveau international, il va y avoir une différenciation. Il va y avoir des bourgeoisies impérialistes beaucoup plus fortes que les bourgeoisies dans des colonies ou semi-colonies ou dans les pays dominés. Ça ne veut pas dire que les bourgeoisies dans les pays dominés soient progressistes ou moins réactionnaires, sont tout aussi réactionnaires que les impérialistes. Si elles pouvaient, elles domineraient aussi d'autres peuples, mais c'est une réalité objective que la bourgeoisie, par exemple, aujourd'hui, la bourgeoisie allemande, elle est 1000 fois plus forte que la bourgeoisie égyptienne. Voilà. Pour donner, ça, c'est une des conséquences de cette division. Et l'autre conséquence va être au sein même de la classe ouvrière. Parce qu'il va y avoir une différenciation au sein de la classe ouvrière dans les pays impérialistes et dans les pays semi-coloniaux. En fait, dans les pays impérialistes, il y a certaines couches de la classe ouvrière, qui vont, qui vont profiter en quelque sorte. Lénine il parle des bureaucraties syndicales ou des couches supérieures de la classe ouvrière qui vont tirer en quelque sorte profit d'une partie des profits extraits de l'exploitation de l'impérialisme national sur d'autres peuples. Et que justement, ces couches-là, dans ces couches-là des bureaucraties, des couches supérieures de la classe ouvrière qui vont être corrompues par la bourgeoisie, ils vont devenir en quelque sorte des agents de l'idéologie bourgeoise au sein de la classe ouvrière, du mouvement ouvrier. Ça, c'est très important à voir. Non? Évidemment, je ne parle pas de toute la classe, parce qu'il y a eu ça aussi, non? De dire que voilà, il y a eu un abourgeoisement. La classe ouvrière dans les pays impérialistes, c'est abourgeoisé. C'était un discours comme ça, notamment dans les années 60, et c'était un peu pour rejeter toute la classe ouvrière. En réalité, non. Ici, on est en train de parler de certains secteurs qui sont cooptés, corrompus par, et surtout les secteurs les plus supérieurs de la classe ouvrière qui sont corrompus par la bourgeoisie impérialiste. Voilà. Notre deuxième conséquence politique importante, c'est que, et c'est une des définitions de Lénine, c'est que l'impérialisme, l'époque impérialiste, implique une tendance à limiter les droits démocratiques, à limiter la démocratie. Et ça, non seulement dans les pays coloniaux et coloniaux dominés par l'impérialisme, mais aussi au sein des pays capitalistes. Donc, il y a une tendance à la limitation des démocratiques et une tendance à la violence. On voit que les régimes deviennent de plus en plus violents. Ça, c'est une autre conséquence politique importante de la phase de l'impérialisme. Et enfin, une autre question que je voudrais pointer, même si voilà, c'est importante, qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que toutes ces puissances impérialistes sont en concurrence entre elles. Même si à un moment, elles peuvent, on peut parler, par exemple, aujourd'hui, on parle, non? Oui, l'Allemagne, le partenaire dans l'Union européenne, les pays partenaires, etc. Partenaires, oui et non. Ils sont partenaires concurrents, parce que la France et l'Allemagne, ou la France et d'autres pays, sont tous en concurrence en réalité. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs avec tout le débat autour de la BCE et les aides pour faire face à la crise du coronavirus, etc. Ils peuvent effectivement s'unir. D'ailleurs, Lénine, dans des textes, il parle de la possibilité de l'union ou l'alliance entre certaines puissances impérialistes soit pour faire face à d'autres puissances, comme ça pourrait être les États-Unis, ou même, mais évidemment, comme c'est le cas de l'Union européenne d'ailleurs,
mieux exploiter les classes professionnelles. Ça, mais en tout cas, moi, il me semble que cette question d'avoir toujours l'essence des puissances impérialistes, c'est qu'elles sont en lutte pour les marchés, pour l'hégémonie mondiale et pour, pour se partager ou repartager tout le temps les différentes parties des marchés. Ça m'amène au deuxième point que je voulais aborder ici, sur la question de l'impérialisme et les guerres. L'impérialisme comme une phase du capitalisme qui amène inéluctablement à la guerre. Ça, c'est très important, non seulement à l'époque de Ming, mais même dans une époque comme celle d'aujourd'hui, où les guerres de puissance, on ne voit plus des guerres entre les puissances, en tout cas des conflits ouverts comme on a vu au début du XXe siècle. Mais ça ne veut pas dire que les impérialistes ont arrêté de faire la guerre. Au contraire, bien au contraire. Comme je disais précédemment, et c'est une des caractéristiques que Lénine pointait, la historique du monde est terminée. On est à la Première Guerre mondiale. Les puissances impérialistes ont leurs colonies, mais en même temps, le rapport de force entre les puissances se modifie. Il est dynamique. Et ça, c'est comme ça qu'on arrive au début du siècle avec une Allemagne qui est la puissance impérialiste européenne la plus dynamique, mais qui était arrivée en quelque sorte tard au partage du monde, au partage des colonies. Donc, cet impérialisme allemand qui est dynamique, et il trouvait des nouveaux, il doit avoir accès à des nouvelles sources de matières premières, à des colonies, à des marchés, à des voies commerciales, etc. Et c'est en quelque sorte qu'il surgit une grande contradiction entre les différentes puissances impérialistes. Et cette lutte pour l'hégémonie, pour les marchés, etc., amène en dernière instance, à départager ou à reconfigurer le monde ou à déterminer le partage du monde et en fin de compte à travers la force, à travers la guerre. L'exemple le plus marquant de ça, c'est les guerres mondiales. La Première Guerre mondiale, comme je vous disais, c'est cette lutte. Et justement, c'est pour ça que les bolcheviks, Lénine et les différents marxistes d'autres pays qui n'avaient pas capitulé face aux bourgeoisies nationales définissent la Première Guerre mondiale comme une guerre réactionnaire impérialiste de ces puissances mondiales pour le repartage du monde, pour se repartager entre le monde, les colonies, les marchés, l'accès aux matières premières, etc. Évidemment, ça ne veut pas dire que la bourgeoisie elle veut tout le temps faire, que la bourgeoisie est tout le temps au pied de guerre. Non, c'est pas vrai. En réalité, si elle peut, parce qu'une guerre, c'est coûteux en réalité. Ça peut être coûteux. Et on a vu que pendant les 2 guerres mondiales, il y a eu des mouvements révolutionnaires, il y a eu des révolutions. Donc la bourgeoisie, quand elle fait la guerre, elle sait que ça peut avoir des conséquences importantes pour elle. Elle peut même perdre la guerre. Donc, elle peut trouver d'autres moyens d'améliorer son rapport de force dans le monde et l'accès à des matières premières, des marchés, etc. Elle le fera par d'autres moyens. Mais ici, la question qu'il faut voir, c'est qu'en fin de compte, et surtout dans des périodes de crise, la logique même et la dynamique du capitalisme dans sa phase impérialiste amène à la guerre. Voilà, ça c'est quelque chose qui me semble qu'il faut avoir en tête. Mais
on peut aussi se poser une question. Désolé, 2 secondes. On peut se poser une autre question, en fait. C'est, bon, OK, l'impérialisme, OK, mais est-ce que les puissances impérialistes ne pourraient pas mener cette concurrence de façon pacifique? Lénine, à l'époque, hein, a beaucoup polémiqué contre cette idée, contre tous ceux et celles qui disaient ou qui pensaient que l'impérialisme, ce n'était pas une phase du capitalisme, mais plutôt une sorte de dérive du capitalisme, une sorte de choix des politiques internationales. C'est notamment le cas de Karl Kautsky, comme je disais, de chef de la social-démocratie allemande, qui voyait voilà, dans l'impérialisme une sorte de choix des politiques étrangères, etc. Cette vision, cette façon de voir amène, quel est le fond politique de présenter les choses comme ça? C'est que ça peut couvrir et amener à former ou à se lier à des secteurs de la bourgeoisie considérés non impérialistes. D'ailleurs, pour prendre un exemple actuel, on entend souvent cette question comme quoi il faut, dans l'extrême gauche, ou de la gauche en général, dans le milieu syndical parfois et tout, comme quoi il faut soutenir les patrons de l'économie réelle, ou en tout cas soutenir l'économie réelle, ce qui veut dire s'allier ou préférer les patrons de l'économie réelle contre le capitalisme financier. C'est pour ça que je n'utilise pas cette expression, même si scientifiquement ça s'explique, Lénine l'explique et tout. Le capitalisme financier serait les financiers d'un côté et de l'autre les capitalistes industriels qui seraient moins méchants ou voire vraiment productifs, qui seraient utiles même pour la société. Ça, c'est important parce que Lénine définit ça comme une illusion réformiste et même réactionnaire. Parce que c'est, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est la nécessité. L'impérialisme, la politique impérialiste, ce n'est pas un choix d'impérialistes. Ça s'impose à eux. Mettons qu'une puissance décide de ne pas mener, soi-disant, une politique impérialiste. Mais ça, dans le contexte impérialiste, implique qu'elle va se faire dominer par les autres puissances. Mettons qu'il y a des capitalistes impérialistes qui décident de ne pas coloniser, ne pas soumettre d'autres peuples. Ça veut dire que d'autres puissances vont les dominer, arracher leur accès aux matières premières, au marché, etc. Donc, c'est une nécessité, cette politique, dans le contexte de concurrence et interimpérialiste, dans cette phase de l'impérialisme. C'est pour cette raison, vous vous souvenez, quand je parlais des caractéristiques de l'impérialisme, et au début, je disais que c'est le capitalisme de libre marché qui a engendré le capitalisme impérialiste, la phase impérialiste. Donc, c'est dans ce sens-là que Lénine va dire que parler d'une bourgeoisie non impérialiste ou s'appuyer sur les secteurs non impérialistes, c'est une illusion réactionnaire. Parce que c'est essayer de revenir en arrière, en réalité. C'est essayer de revenir en arrière dans une situation, dans un capitalisme de libre concurrence qui lui-même a engendré le capitalisme impérialiste. Donc, ça, c'est quelque chose de très important, je pense, à avoir en tête et qu'on voit, même aujourd'hui, qui pourrait avoir une tendance à croire, justement, que c'est mieux, à la limite, un capitalisme plus concurrentiel, ou je ne sais pas quoi, alors que voilà, c'est ce capitalisme-là qui a engendré l'impérialisme, la phase impérialiste.
Mais une autre question aussi qu'on peut se poser, c'est, j'avais dit que dans le mouvement ouvrier, pendant cette phase intérieure du capitalisme, non, de libre concurrence et tout, il avait créé des organisations de masse, des syndicats qui dirigeaient des millions de personnes. Ils avaient gagné des députés dans les différents parlements dans les pays, et avec des centaines de milliers de militants, adhérents, sympathisants, etc., avec une influence. Et on peut se poser comment cette a pu être aussi fortement impactée et gagner les tendances opportunistes qui ont fini par s'allier au début de la Première Guerre mondiale avec leur bourgeoisie impérialiste. Lénine, il donne une explication, justement, et c'est celle que je disais au début dans l'introduction, que la période antérieure où il y avait un capitalisme en quelque sorte pacifique et qui avait permis la création de ces organisations de masse, de la classe ouvrière marxiste énorme et tout, avait un pendant qui était la pression à voir la progression vers le socialisme de façon plus graduelle. Aussi des pressions à donner moins d'importance à la lutte de classe. Donc, peu à peu, ça a permis de créer justement un terrain favorable à une politique opportuniste. Et ensuite, c'est l'autre élément que j'ai déjà mentionné, c'est la question de la corruption des bureaucraties dans le mouvement ouvrier, des couches supérieures du mouvement ouvrier qui sont devenues des agents idéologiques de la bourgeoisie au sein du mouvement ouvrier. Aujourd'hui, justement, il faut observer qui sont les courants, les personnes qui nous parlent de patriotisme, des patries, etc. Ça, c'est très important. Parce que si vous voyez, par exemple, Mélenchon de la France Insoumise, lui, Mélenchon, c'est un patriote et même pas couvert, déclaré. C'est un patriote, Mélenchon. Il parle à longueur de journée de patriotisme, de défense de la France. Mais la France, c'est un pays impérialiste. Non seulement avec un passé colonialiste, mais un présent de colonialisme. C'est un pays qui maintient des interventions militaires permanentes dans toute la planète. C'est un pays dont les multinationales dominent et participent à l'oppression d'autres pays, même s'ils ne sont pas des colonies directes. Et Mélenchon, justement, et la France insoumise, je pense, quand on parle de patriotisme de la France, qui en plus est tenté avec un certain discours anti-allemand, anti-nord-américain, ça, il me semble que c'est des choses importantes à réfléchir et voir que ça, ce n'est pas lié à une politique plutôt réformiste, une politique réformiste de ces courants, en fait. Et que, comme je disais, quand je parlais des courants qui parlent de défendre les capitalistes productifs, industriels, etc., contre le capitalisme financier, Mélenchon, c'est quelqu'un qui a déjà fait des déclarations dans ce sens-là, et même avec des grands patrons français, soi-disant sous prétexte qu'il s'agirait des patrons productifs, des capitalistes productifs, non des secteurs de la production plutôt que de la finance. Mais est-ce que ça veut dire, pour continuer un peu sur notre exposé là, est-ce que ça veut dire que les marxistes sont pacifistes? Non, pas du tout. Lénine
et les marxistes, ils dénonçaient et ils se battaient contre la guerre impérialiste. Ils disaient que c'était une guerre réactionnaire, qu'il fallait que les travailleurs envoyés au front devaient tourner leurs fusils contre leurs propres généraux et qu'il fallait transformer la guerre impérialiste en guerre civile révolutionnaire. Ça veut dire une guerre contre le capitalisme et pour le pouvoir des travailleurs. Ça veut dire, et la guerre civile révolutionnaire, la révolution c'est une guerre, donc ça veut dire que ces guerres-là sont soutenues par les marxistes. Les marxistes sont pour ces guerres-là, qui sont des guerres progressistes. Aussi dans l'époque impérialiste, et on voit, il y en a beaucoup de guerres, pardon, et on voit l'oppression, on a parlé de l'oppression nationale, l'oppression sur d'autres peuples. Donc ça produit des guerres de libération nationale. Et les guerres de libération nationale aussi sont des guerres que les révolutionnaires soutiennent. Justement, les guerres pour se libérer du joug de l'oppression impérialiste. Parce que ces guerres-là, les guerres révolutionnaires, les guerres pour la libération nationale, etc., c'est des guerres progressistes. Donc, pour récapituler sur cette question importante, il me semble que c'est très important de voir que pour les marxistes, il y a l'impérialisme amène indéfectiblement à la guerre, mais que dans ce contexte-là, il y a des guerres qui sont réactionnaires et contre lesquelles on se bat, et contre lesquels les marxistes, par exemple, des pays impérialistes, sont pour la défaite de leur propre impérialisme. Et d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, les bolcheviks défendaient le défaitisme révolutionnaire. Mais en même temps, il existe d'autres types de guerres. Ils sont des guerres progressistes comme les guerres révolutionnaires et les guerres de libération nationale. Et ça me permet, ou en tout cas, ça m'amène à ma troisième partie que je voulais discuter avec vous, qui est celle qui traite de la question du droit des nations à disposer d'elles-mêmes et la relation avec le socialisme, et la lutte pour le socialisme. Justement, comme je disais, l'impérialisme, l'époque impérialiste accentue l'oppression nationale. C'est pour ça, c'est pour cette raison que les droits des nations à disposer d'elles-mêmes, le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, occupe une place, du point de vue de Lénine, occupe une place fondamentale dans la lutte, dans la stratégie révolutionnaire. Pardon. Lénine considérait que la lutte des masses pour l'autodétermination pouvait représenter un pas en avant et accélérer la lutte pour le socialisme, justement. Mais avant de continuer, je vous pose une autre question, en fait. Poser une question et la répondre en même temps. C'est la question du colonialisme. Parce que jusqu'à présent, j'ai parlé beaucoup de colonialisme. Et quand Lénine a écrit tout ça, le colonialisme était à son apogée. Toutes les puissances impérialistes avaient des colonies. Toutes. Et certaines avaient plus que d'autres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont ensuite allés jusqu'à la guerre. Mais la question qu'on peut se poser, là, c'est, voilà, ça c'était à l'époque de Lénine, mais est-ce qu'aujourd'hui, la plupart de ces colonies, même s'il existe encore des colonies dans le monde, mais la plupart de ces colonies, ou des pays colonisés de l'époque, ont gagné, en tout cas, leur indépendance formelle. Lénine, il répond à cette question en disant qu'effectivement, et pour les impérialistes, c'est plus simple d'avoir des colonies directes. Comme ça, l'accès au marché, l'accès aux matières premières, et le contrôle des zones géographiques, etc., est direct. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas à corrompre des politiciens locaux, etc. Donc voilà, c'est plus simple pour les impérialistes d'avoir des colonies directes. Mais ce n'est pas la seule façon que l'annexion politique, on va dire, ce n'est pas la seule façon de dominer d'autres peuples.
il existe aussi ce qu'on pourrait appeler, ce que Lénine appelle l'annexion économique. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple qui était d'ailleurs dans différents textes de Lénine et qui continue malheureusement d'être d'actualité. L'Argentine, un pays comme l'Argentine, c'est un pays indépendant formellement. Cependant, l'Argentine, c'est un pays complètement dépendant de l'impérialisme nord-américain. Comme on pourrait dire aussi que la Bolivie, le Pérou et beaucoup de pays d'Asie, d'Afrique et d'autres sont aussi dépendants et sont soumis à la domination économique des différentes puissances impérialistes, malgré le fait qu'ils soient des pays indépendants formellement. Et comme le font les capitalistes, à travers justement la dépendance économique, à travers les dettes, les dettes, le contrôle des marchés intérieurs, le contrôle d'exportation et des marchandises, d'importation, etc., etc. Et voilà. Donc, moi, il me semble que cette partie, ces questions de colonisation et colonies, etc., n'ont pas perdu du tout d'actualité, même s'il y a moins de colonies qu'à l'époque, parce que l'impérialisme a peut-être accentué encore plus sa domination sur les pays qui sont formellement indépendants. Et justement, parce qu'ils sont formellement indépendants, la domination elle est plus sophistiquée. Parce qu'on pense que c'est des pays indépendants, mais finalement, sont complètement soumis à la domination impérialiste. Et donc voilà, il me semblait important de le dire. Et je vais continuer un peu sur Lénine et cette question des nations disposées d'elles-mêmes. Lénine, il a combattu deux tendances, en tout cas de façon importante, deux tendances dans le mouvement ouvrier. Dans le mouvement se revendiquant du marxisme, social-démocrate, comme on s'appelait à l'époque. Une première tendance, c'est celle défendue par certaines organisations et individus qui reconnaissaient, tout en reconnaissant, en tout cas, reconnaissaient le droit, formellement reconnaissaient le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, mais qui, dans les faits, ces droits des nations à disposer d'elles-mêmes ne servaient qu'à justifier, en réalité, la politique d'agression de leur propre impérialisme. Beaucoup des sociodémocrates pendant la Première Guerre mondiale ont défendu leur alliance avec leur bourgeoisie nationale en disant qu'ils étaient contre les annexions et contre l'impérialisme des autres, l'impérialisme des autres. Les Allemands contre l'impérialisme français, russe, je ne sais pas quoi, et vice-versa. Donc, ça, c'est un aspect qui me semble important à voir, que dans ces courants-là opportunistes, finalement, ils utilisent la défense de la patrie, non pas pour défendre les luttes émancipatrices dans les pays dominés par l'impérialisme, mais pour défendre leur propre agression de leur propre impérialisme, l'agression de leur propre impérialisme. Et l'autre position très combattue par Lénine aussi, qu'il appelait économiciste, qui pourrait être un peu, on pourrait dire, ultra-gauchiste et ultra-gauche et tout, c'est celle de ceux qui s'opposaient au droit des nations à disposer d'elles-mêmes au nom du socialisme. L'argument c'était, étant donné, ou puisque que dans l'époque impérialiste, les droits démocratiques et structurels ne peuvent pas être accomplis jusqu'au bout complètement, les masses et les travailleurs doivent lutter se battre directement pour le socialisme. Mais de cette façon, ils opposaient le socialisme, la lutte pour le socialisme et la lutte pour l'autodétermination et le droit des peuples à disposer. Vous voyez, comme je disais au début, qu'une lutte, au contraire, pouvait
favoriser l'autre. La lutte pour les droits démocratiques et structurels pouvait représenter un pas en avant dans la lutte pour le socialisme. De ce point de vue, Lénine aussi parle, il dit quelle attitude il pense que les sociodémocrates, les révolutionnaires, les marxistes révolutionnaires, doivent avoir dans les pays impérialistes et dans les pays semi-coloniaux, ou les pays opprimés par l'impérialisme. Dans les pays impérialistes, Lénine, il estime que les sociodémocrates, les révolutionnaires, les marxistes, devaient soutenir les luttes pour l'indépendance, oui, si c'était le cas, mais aussi les luttes pour la libération nationale des peuples opprimés, et notamment par les peuples opprimés par leur propre impérialisme. Ça, c'est quelque chose de très important pour le mouvement en général. Et dans les pays dominés par l'impérialisme, Lénine, il disait que les marxistes, les révolutionnaires, devaient faire tout pour créer une alliance et l'unité des travailleurs des pays dominés par l'impérialisme avec les travailleurs des pays impérialistes. Le risque, c'était, pour ces révolutionnaires-là, s'ils ne faisaient pas ça, de se trouver à la remorque d'une telle bourgeoisie nationale ou d'une telle ou telle fraction d'une bourgeoisie nationale dans les pays dominés par l'impérialisme. Des bourgeoisies qui, comme je disais, si elles pouvaient elles-mêmes domineraient d'autres peuples et s'ils avaient les moyens, ils domineraient d'autres nations. Donc, ça me semble très important pour voir comment Lénine pense. Parce que quand on parle de cette question de l'autodétermination des peuples, etc., on pourrait penser que Lénine, il a pensé une politique pour un peu tiers-mondiste, pour utiliser un terme anachronique, ou une politique juste pour les pays non, en réalité, Lénine, il pense toute la politique pour une politique générale, globale de révolutionnaire. Aussi bien dans les pays impérialistes que dans les pays semi-coloniaux ou coloniaux ou dominés par l'impérialisme. En fait, justement, la logique, en tout cas la réflexion de Lénine, c'est intéressant de dire que justement, parce que dans l'époque impérialiste, les revendications structurelles ne peuvent pas être intégralement réalisées, soutenir ces luttes-là peut pousser justement à un moment les masses à voir que la limite, c'est le capitalisme, l'impérialisme, et les pousser à lutter justement contre le capitalisme et contre l'impérialisme. Et même élargir la base sociale de la lutte de ceux qui luttent contre le capitalisme, comme ça peut être les classes moyennes et la petite bourgeoisie de certains pays semi-coloniaux et dans certaines colonies. J'arrive presque à la fin là, c'est intéressant, moi je trouve que cette question elle est intéressante aussi, parce qu'on a voulu faire de Lénine, surtout le stalinisme a voulu faire de Lénine un penseur, ou en tout cas quelqu'un, un dirigeant marxiste qui défendrait une politique étapiste, non? Que de dire que sous prétexte que dans certains pays il y avait des tâches démocratiques à réaliser, c'est poser les questions de la révolution, des tâches de la révolution démocratique, pour ensuite voir pour le socialisme. Et là, dans certains textes de Lénine, même s'il n'a jamais adhéré ouvertement à la théorie de la révolution permanente défendue par Trotsky, qui affirmait justement dans une de ses thèses que les tâches de la révolution démocratique ne peuvent s'accomplir que dans la dictature du prolétariat, mais sans jamais avoir adhéré explicitement à ça, on voit comment dans cette de la guerre, de la Première Guerre mondiale et tous les textes qui viennent ensuite, après, au cours du processus révolutionnaire en Russie, les visions, les points de vue de Lénine et de Trotsky tendent à converger, notamment sur cette question-là
il voit, et on voit comment, au contraire de ce que pouvait dire le stalinisme, Lénine, il voyait, et même il avait pensé à un moment, il dit dans un des textes que on pouvait imaginer un pays où le prolétariat arrive d'abord au pouvoir sans avoir réalisé jusqu'au bout aucune des tâches démocratiques et structurelles. Voilà, ce serait aussi pareil. Pour une autre discussion, mais il me semblait important de pointer ça. Et pour finir, de quelques idées de Lénine sur la période des crises, guerres et révolutions, démontrer comment Lénine, c'était, comme disait Marina dans son intro au début, que Lénine, c'était un marxiste, un penseur marxiste, mais un penseur marxiste pour l'action. Et c'est ça qui le rend indigeste pour la bourgeoisie et pour le milieu un peu universitaire ou académique qui voudrait, qui voudrait non, mais parce qu'il ne pourrait pas, mais en tout cas, le rendre aussi irrécupérable pour le capitalisme. Lénine, c'était un marxiste pour l'action dans la lutte politique et surtout, Trotsky dit ça dans une biographie qu'il écrit sur Lénine, que Lénine, même s'il n'avait écrit aucun livre, il serait passé à l'histoire comme le dirigeant de la plus grande révolution de l'humanité, la révolution russe d'octobre 1917. Donc, ça, je pense que là, on voit comme la puissance de la pensée de Lénine et comment, loin des caricatures qui peuvent être faites par le stalinisme, mais aussi par la bourgeoisie, Lénine, c'est un penseur de la révolution pour l'époque impérialiste, l'époque dans laquelle nous on vit, et aujourd'hui, les leçons qu'il a tirées de cette époque-là et le marxisme stratégique auquel il a pensé nous servent aujourd'hui à penser une stratégie pour la prise du pouvoir et la révolution des travailleurs dans l'actualité. Et voilà, je pense que je finis là et pour dire aussi que tout ça n'a jamais été délié de la question de la construction d'une organisation révolutionnaire et que c'est pour ça justement que dans une des prochaines séances, on va parler aussi de la question du parti léniniste. Super, merci beaucoup Philippe. C'était super intéressant. Il y a pas mal de personnes qui te remercient sur le chat. Alors, vous avez posé beaucoup de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de revenir sur l'ensemble des questions, y compris parce que je pense qu'il y a différents niveaux de discussion et que pour les questions qui sont soit très précises, soit peut-être plus compliquées, on vous invite de toute manière à continuer en mail, à ne pas hésiter à nous écrire donc à l'adresse coursmarxiste.rp@gmail.com et on pourra vous envoyer des références, discuter ou y compris continuer à discuter dans nos comités virtuels. Alors, peut-être pour poser une question que je crois que c'est Catherine qui posait sur le chat. Un peu d'ensemble, ça peut être bien pour commencer la discussion. Et en même temps, je te préviens, Philippe, ce n'est pas une question facile. Enfin, facile, je veux dire, il y a de réponses toutes faites, quoi. Bon, tu disais que effectivement, la réflexion de Lénine sur l'impérialisme, c'est une réflexion et le bouquin L'impérialisme, stade du capitalisme, c'est un livre économique, enfin, qui traite de questions économiques, même si tu mentionnais que, y compris à son époque, c'est pas le seul à avoir élaboré sur cette question, et notamment le livre de Rosa Luxembourg, quelqu'un demandait une référence, l'accumulation du capital, c'est un livre qui, y compris, va peut-être aller plus loin dans la recherche et l'élaboration sur le terrain économique, mais que ce qui intéresse Lénine en ayant ce travail-là, c'est d'en tirer des conséquences politiques, et que sa réflexion économique, et même si effectivement quand on lit pour la première fois, moi je ne suis pas hyper calée a priori sur les questions d'économie, donc quand on lit ce livre de Lénine, ça peut être un peu compliqué, enfin en tout cas c'est très économique, mais qu'à la fois c'est porteur chez lui d'une vérité. Que je voudrais te poser, c'est pourquoi est-ce que c'est important pour Lénine de penser ce développement du capitalisme et d'essayer de
caractériser précisément l'époque dans laquelle il est, donc l'époque impérialiste, et qu'il nomme y compris stade, alors pas dans une vision figée, comme s'il y avait différentes étapes, comme tu le disais à la fin, et qui a y compris été ensuite la vision qu'a essayé de défendre certains des courants plus staliniens, etc. Mais bon, la question, pour la résumer, c'est en quoi et comment est-ce que ces réflexions économiques sur la question de l'impérialisme servent la réflexion et le programme politique de Lénine? Oui, oui, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, dans son livre, dans le prologue, et tout au cours de son livre, d'autres, Lénine, il explique justement que déjà, voir une question de méthode. Lénine, il se base, Lénine n'était pas économiste, mais il se base sur des livres d'économistes bourgeois. Les principaux, ceux qui considèrent lui les meilleurs, etc., pour avoir déjà une vision le plus scientifique possible de la situation, de l'économie, et de la vie sociale, etc. Et c'est justement sur cette base-là, et objective de l'économie, que Lénine et les marxistes en général pensent un programme, justement. Il faut pour connaître bien le capitalisme, pour connaître bien le système dans lequel et la situation dans laquelle on se trouve, justement, qui va déterminer ensuite les stratégies qu'on va mettre en place justement pour renverser ce système. Moi, j'ai pris exprès les questions de l'oppression nationale et tout, parce que c'est encore une question fondamentale, caractéristique fondamentale du capitalisme dans sa phase impérialiste, de l'oppression des autres peuples. Et comme je disais aujourd'hui, il n'y a pas besoin qu'il y ait des colonies. Et aujourd'hui, on se trouve pareil dans une situation où il y a une poignée de puissances impérialistes qui dominent la plupart de la planète. Et justement, avoir cette connaissance le plus objectif possible et scientifiquement le plus précise sert justement à penser une stratégie, un programme pour le renversement du capitalisme. C'est très, très important. C'est pour montrer, aller contre l'idée que le programme, ou le socialisme, ou le communisme, c'est des idées. En fait, non, ce n'est pas des idées dans l'air, c'est des idées ou des programmes qui partent de la réalité, en réalité. Comme on dit, Lénine, c'était l'analyse concrète de la situation concrète pour arriver à un programme, justement, pour la prise du pouvoir de l'air. Ok, super. Et alors, un peu dans la même veine qui vient d'arriver maintenant, mais qui tout à l'heure s'exprimait un peu sous une autre forme, et tu racontais un petit peu en quoi est-ce que le livre de Lénine, c'est aussi une prise de position dans un débat qui existe à l'époque, et notamment, c'est une polémique qu'il va faire avec d'autres conceptions qui sont notamment celles de la social-démocratie, et donc un des dirigeants de la social-démocratie allemande, Kautsky, qui est considéré à l'époque comme un grand ponte du marxisme, etc., qui va ensuite trahir, comme tu le rappelais, les intérêts de la révolution ouvrière en s'alignant derrière sa propre bourgeoisie, etc., au moment du déclenchement de la guerre. Mais, et que donc la réflexion de Lénine sur l'impérialisme, c'est aussi une polémique avec Kautsky et avec l'idée que l'impérialisme, ça serait une politique, ou en tout cas ce serait un choix d'un certain secteur de la bourgeoisie. Et donc là, on a une question qui dit comment est-ce qu'il serait possible ou pas de revenir à un stade non impérialiste du capitalisme ou pas? Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui s'impose aux capitalistes et pourquoi est-ce que effectivement on peut pas du coup s'allier avec du coup certains secteurs, comme tu le disais, de la bourgeoisie qui seraient peut-être les secteurs pas les plus dont les intérêts ne sont pas forcément ceux qui riment le plus avec la politique impérialiste, comme le proposent certains, Kautsky à l'époque, ou certains secteurs de la gauche réformiste aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, pour concrétiser un peu, parce que c'est pas toujours évident de voir comment, il y a plusieurs questions qui se recoupent, mais à mon avis, la question, pour la faire plus simple, c'est pourquoi est-ce que c'est pas possible de revenir à un stade non impérialiste du capitalisme, et à la fois avec la manière dont Lénine peut-être le pose à l'époque et même aujourd'hui, quoi. Pourquoi est-ce que c'est pas simplement un choix de politique, mais que c'est un stade de développement, quoi.
Ouais, comme je disais dans le topo, en réalité, c'est une évolution du capitalisme qui naît justement de cette période de libre concurrence entre les différents capitalistes, c'est une évolution du capitalisme qui amène à ça, en réalité. Et Lénine, il voit, au contraire, il voit comme une illusion réactionnaire de revenir en arrière, en réalité. C'est un état de fait du capitalisme qui, en réalité, il n'y a pas de retour en arrière. Ça impliquerait quoi? Ça impliquerait quoi? Que les impérialistes arrêtent de dominer les autres pays, qu'ils reviennent. En réalité, c'est quoi? On peut l'entendre d'ailleurs dans le débat aujourd'hui. Le rapatriement, la relocalisation de la production, etc. Et effectivement, il y a c'est une question beaucoup plus complexe, etc. Mais le capitalisme qui dépasse, par exemple, les frontières les frontières nationales, aujourd'hui, c'est impossible. Et je ne sais pas, quoi, tirer des bombes sur les multinationales. Mais non, non, c'est une évolution du capitalisme qui le fruit d'une évolution historique et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de marche en arrière qui s'impose. Comme je disais, c'est le fonctionnement même du capitalisme. Ce serait de convaincre les capitalistes de ne pas se faire de concurrence, de ne pas essayer de gagner des marchés des autres, etc. C'est ça. Donc, c'est pas possible, c'est plus possible de revenir. Et même si certains, parce qu'il y a des courants par exemple, l'extrême droite en général, non, l'extrême droite nationaliste, souverainiste, ils viennent sans le dire comme ça, parce qu'ils n'utilisent pas ce vocabulaire, évidemment, mais quand ils parlent de nationalisme, de patriotisme économique, etc., en plus, comme si les impérialistes n'étaient pas patriotiques, ils défendent bien leurs intérêts et ils savent bien utiliser l'État national pour défendre leurs intérêts dans les différents pays où ils interviennent, les régions, etc. Déjà, on le voit aujourd'hui, par exemple, avec les États-Unis, avec toute la friction qu'il y a avec la Chine et la question de Huawei, la 5G et compagnie, comment les entreprises multinationales et impérialistes savent très bien utiliser leur État national pour défendre leur intérêt. Mais voilà, des courants souverainistes, etc., qui disent, par exemple, les frontières de l'Europe, utiliser les frontières de l'Europe ou les frontières nationales pour défendre l'économie. Et ça, c'est des trucs qui en réalité sont complètement illusoires et sont hypocrites. On va dire hypocrite et complètement illusoire. Ça va même à l'encontre des intérêts des capitalistes. Et au contraire, même, il y a un texte de Lénine intéressant qui parle de cette question. C'est dans le livre, d'ailleurs, l'impérialisme, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a tellement de textes, qui dit qu'au contraire, la fermeture des frontières, etc., n'en montrait pas la concentration de la richesse. Au contraire, accentue la concentration dans des grands groupes nationaux aux dépens des plus petits capitalistes. Super, merci. Alors, j'essaye de lire en même temps, puisque les questions et les interventions continuent. Alors, une dernière question un peu dans cette première idée, et notamment sur la question des tendances à l'expansion, à la colonisation du capitalisme. Il y a eu plusieurs questions qui te demandent qu'est-ce que ça veut dire en fait quand tu dis que Lénine dit que le passage du monde est terminé. Et est-ce que vraiment il y a une différence de nature, ou en tout cas est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la tendance déjà à la colonisation qui pouvait exister déjà au moment du développement initial du capitalisme, pour le dire comme ça, et les tensions inter-impérialistes, etc., et les questions de la colonisation à partir de la Première Guerre mondiale, etc. Oui, cette question est l'important, je pense, de dire que le partage du monde est territorial et fini, c'est que, peut-être, je ne sais pas si je l'ai dit, parce que peut-être quand on parle vite, il y a des trucs, mais c'est la question du partage pacifique, en fait. Parce que justement, en
en parlant de cette phase intérieure du capitalisme, de la libre concurrence, etc., c'est à cette phase-là où le capitalisme n'était pas encore arrivé à toute la planète, comme après dans la phase impérialiste, que les capitalistes décident de se partager le monde de façon, entre guillemets, pacifique. Je sais pas, il suffit de voir la carte de l'Afrique, vous voyez des frontières qui sont des règles, quoi, c'est tout droit, et on décide des trucs, c'est vraiment là de partage mais à la règle, qui n'ont rien à voir avec la réalité d'ailleurs nationale sur place, et que c'est juste un partage et un impérialisme. Ça, c'est fait dans des conférences. Dans des conférences de partage, les impérialistes sont, tant qu'il y avait de la place pour donner à tout le monde, voilà, ils se sont partagés. Le monde territorialement, voilà. Mais la différence principale, c'est que la lutte pour le repartage du monde, qui s'est donnée notamment à cause des puissances impérialistes qui étaient arrivées soit tard pour le partage des colonies, soit qui n'avaient pas assez de colonies et qui voulaient d'autres, voilà, voulaient avoir accès à des marchés, etc. La différence, c'est la violence qui maintenant, c'est à travers la violence et la force que ce partage se détermine. C'est plus l'accord de tel pour telle colonie, mais c'est la lutte pour les colonies. C'est dans ce sens-là que Lénine parle de la fin du partage territorial. Ça ne veut pas dire que l'autre type de partage et la domination, comme je disais, l'annexion économique et compagnie n'était plus opérante. Non, au contraire, c'est le truc, c'est le plus développé. Et comme on a vu d'ailleurs, Lénine ne l'a pas eu, mais comme nous on l'a vu notamment après, dans l'après-guerre. Et en fait, finalement, c'est ce partage pacifique entre les puissances impérialistes, entre les grandes puissances capitalistes terminées, qui va être du coup à la base de l'approfondissement des tensions inter-impérialistes qui vont du coup générer les guerres dont parle Lénine quand il dit l'impérialisme comme époque de crise, de guerre et de révolution. Et d'ailleurs, à propos de la guerre, tu as mentionné à un moment que la réflexion de Lénine sur l'impérialisme, c'est aussi une manière pour lui de réarmer le mouvement ouvrier, le mouvement révolutionnaire face à la Première Guerre mondiale, à la guerre impérialiste de 1914, et notamment qui comme tu le disais, a entraîné tout un tas d'organisations ouvrières à la remorque de leur propre bourgeoisie, et donc d'essayer d'armer les révolutionnaires pour comprendre la situation de guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, et comment est-ce qu'il faut, quelle ligne politique adopter. Et est-ce que tu peux préciser, quelqu'un demandait, qu'est-ce que ça veut dire de transformer la guerre impérialiste en guerre civile? Et notamment, est-ce que tu peux donner un exemple concret, historique, pour illustrer, s'il te plaît, pour répondre à la question de je ne sais plus quel camarade sur le chat. Oui, ça c'est très intéressant. Et on a un grand exemple d'ailleurs de l'époque. Et c'est très parce que justement, les impérialistes, et c'est lié à la question antérieure, ils se font la guerre pour partager le monde, pour avoir accès à de nouvelles colonies et de nouvelles sources de matières premières, de nouveaux marchés, etc. Et ils invoquent la question de la défense de la patrie pour envoyer à la guerre des millions de travailleurs et tout. Donc, Lénine, il dit que le moindre mal dans cette situation, c'est la défaite de son propre impérialisme. Parce que la victoire de l'impérialisme sur d'autres, ou dans d'autres, des peuples colonisés ou autres, renforce la bourgeoisie et donc renforce l'exploitation à l'intérieur de la puissance impérialiste. Donc, Lénine, il voit très important justement, déjà, c'était très difficile à l'époque. Hein. C'est pas non plus un truc très simple à dire. Vous imaginez, il y a eu une certaine adhésion à la guerre au niveau des travailleurs, même des masses, etc. Au début, en tout cas, non? Et c'était difficile de dire oui, en fait, il faut lutter pour que notre pays perde. C'est à contre-courant. D'ailleurs, c'est une bonne leçon de politique de savoir parfois aller à contre-courant. Mais le truc qu'il voyait Lénine, c'est que la guerre allait générer beaucoup de souffrances. Et les morts, mais aussi les souffrances économiques, etc., etc. Et ça pourrait devenir
justement la base pour que le mécontentement social populaire de la classe ouvrière se transforme en une politique, se dirige contre le gouvernement. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il y avait la propagande à l'arrière sur ça, mais aussi parmi les soldats. De dire que ce n'est pas aller tuer les travailleurs tes frères de classe des autres pays, mais plutôt retourner tes armes contre les généraux de ton propre nationaux qui t'envoient mourir, et plutôt que de laisser la bourgeoisie qui nous a envoyés dans ce carnage, lutter pour le pouvoir des travailleurs contre la bourgeoisie, justement. Et c'est dans ce sens-là que la guerre impérialiste, au début dirigée contre d'autres pays, devait se transformer en une guerre civile, dans le sens d'une guerre contre, à l'intérieur du pays, contre, mais des classes, une guerre révolutionnaire contre la bourgeoisie nationale, les capitalistes nationaux. Et le grand exemple de ça que je parlais, dont je parlais tout à l'heure, c'est la révolution russe, justement. La révolution russe, il y a un moment, bon, on sait qu'il était très mal dirigé même d'un point de vue bourgeois, par le tsarisme, même après la bourgeoisie, une fois qu'il y a eu la révolution de février, parfois les ouvriers, les soldats, pardon, ils allaient, qui étaient des ouvriers et paysans surtout, et aller au front sans armes, sans équipement, sans rien. Et justement, au cours de cette guerre, la devenue une révolution, donc une guerre civile révolutionnaire, une guerre contre le pouvoir tsariste d'abord, et ensuite contre le pouvoir bourgeois. Il s'est instauré de février à octobre, et jusqu'à aboutir à la révolution, la victoire de la classe ouvrière. Et... Sur cette question de la guerre, notamment, Lénine va faire un travail de réappropriation critique d'un penseur de stratégie militaire Clausewitz, qui va dire une phrase que Lénine il va reprendre pour essayer de s'orienter aussi sur ces questions de guerre, qui est en gros la guerre c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, et que donc pour réussir à caractériser la Première Guerre mondiale, la guerre impérialiste, il faut se demander à quels intérêts et à quelle politique est-ce qu'elle répond, etc. Je voudrais poser 2 dernières questions avant de clore pour ce soir, puisqu'on approche presque de la fin du format. La première, c'est une question qui est importante et qu'on aura l'occasion, à mon avis, de revenir dans les prochaines séances sur Lénine, mais que je voudrais quand même te poser parce que plusieurs personnes ont posé des questions. C'est lorsque tu as mentionné le fait qu'une des conséquences à l'intérieur des pays impérialistes précisément du caractère impérialiste de leur propre bourgeoisie, c'est le développement d'une couche d'aristocratie ouvrière au sein des classes ouvrières des pays impérialistes et de notamment les problèmes politiques que ça pose. C'est-à-dire quelles sont les implications politiques de dire brièvement que dans des pays impérialistes, par exemple comme la France ou comme dans les autres pays occidentaux, il y a une couche d'aristocratie ouvrière qui s'est développée. Notamment, tu te délimitais, il me semble, en tout cas tu faisais référence au fait que l'existence de cette couche privilégiée au sein de la classe ouvrière, ça avait été l'occasion pour des marxistes au XXe siècle de théoriser que la classe ouvrière n'était plus une classe révolutionnaire. Donc comment est-ce qu'à la fois on comprend et on voit qu'effectivement il existe des secteurs privilégiés au sein de la classe ouvrière dans les pays impérialistes, et comment est-ce que pour autant on ne tombe pas dans l'écueil de dire que finalement toute la classe ouvrière est corrompue, etc., et que finalement il faut abandonner l'idée que c'est une classe révolutionnaire, c'est-à-dire une classe qui peut diriger l'ensemble des colères, les coaguler, etc., et proposer une sortie de crise, un dépassement à la société bourgeoise. Oui, très intéressant aussi comme question. En fait, c'est intéressant de voir que ça, c'est une politique consciente de la bourgeoisie, de corrompre une partie de la classe ouvrière, notamment dans les syndicats, qui sont ceux qui dirigent, d'ailleurs, dans la tête des syndicats, sont ceux qui dirigent le mouvement ouvrier, et des couches les plus privilégiées. Lénine il disait des couches de travailleurs qui sont les supérieurs, sont des travailleurs, en effet, une mentalité, une subjectivité et une vie parfois très petite bourgeoise. Parmi les couches qui tirent un certain profit de l'exploitation d'autres, des travailleurs d'autres pays,
qui peuvent, que la bourgeoisie corrompt. D'ailleurs, le sociologue, le philosophe très connu allemand Max Weber, lui, il y a un texte qui n'est pas très connu, mais dans un texte, il était un partisan de la guerre. Et d'ailleurs, il conseille au gouvernement de l'époque de dire il ne faut pas faire trop la guerre contre les syndicats, les sociodémocrates, etc. Il faut au contraire, il faut démontrer que si nous on gagne, eux ils vont gagner. C'est-à-dire qu'ils pensent comment coopter la classe ouvrière d'une puissance impérialiste, justement, pour la gagner comme base sociale de la politique impérialiste. Et ça, c'est important de voir, tu as raison, je l'ai dit, c'est que ça, c'est certaines couches de la classe ouvrière. Ce n'est pas toutes les couches. Et la classe ouvrière, en plus, avec le développement du capitalisme, c'est beaucoup plus diversifié, la classe ouvrière, non? Il y a quand on dit classe ouvrière, en plus, on parle de la classe ouvrière, les travailleurs en général, non? Les gens qui sont dans les usines, mais aussi dans les bureaux, les travailleurs de services, etc. Ça veut dire que, voilà, pour moi, c'est très important de ne pas tomber, justement, comme tu disais, dans l'écueil de penser que confondre la direction du mouvement ouvrier, qui peuvent être des bureaucraties qui gagnent parfois pareil qu'un patron, voire plus que certains petits patrons, même qui ont des privilèges, etc., le confondre avec la classe ouvrière. La classe ouvrière, en défense, c'est celle qui se bat, qui fait les grèves, qui sont dans les piquets, et la classe ouvrière qui est en première ligne en ce moment, etc., ça n'a rien à voir avec les privilégiés et tout. Et il faut dire autre chose, que le capitalisme a aussi, dans les pays, aujourd'hui, on voit aussi que les bourgeoisies ont réussi à corrompre certaines couches de la classe ouvrière pour les gagner à leur propre dans les pays semi-coloniaux aussi. Donc, voir que ces couches privilégiées, cooptées et corrompues, et qui sont les agents de la bourgeoisie, idéologique de la bourgeoisie, au sein de la classe ouvrière, c'est un phénomène dans les pays impérialistes, mais aussi dans les pays semi-coloniaux ou dominés par l'impérialisme. C'est en général que la bourgeoisie a développé, et beaucoup développé d'ailleurs, cette question de la corruption de la classe ouvrière, et voilà, à travers de l'argent, etc. Et l'importance, c'est ça, c'est de savoir dénoncer et différencier ça, et pour créer une unité justement des travailleurs à la base, des travailleurs et des militants sincères, etc. Donc, voilà. Non, c'est une idée qui est, à mon avis, très, très importante, comme tu le dis, très intéressante. Et c'est vrai que c'est laquelle Lénine il va beaucoup apporter, puisqu'il va aussi essayer de montrer en quoi le développement de cette couche privilégiée au sein de la classe ouvrière des pays impérialistes, c'est ce qui va y compris être la base matérielle au développement de la bureaucratie, comme tu disais, mais aussi du coup du réformisme, et donc d'une politique de conciliation de classe au sein de la classe ouvrière. Mais on y reviendra dans les séances prochaines. Une dernière question pour finir, Philippe. Nous qui militons aujourd'hui, là, et les personnes qui nous écoutent en France, c'est-à-dire dans un pays impérialiste, quelles sont les conséquences politiques, mais y compris concrètes, pratiques, militantes, qu'on peut tirer de la réflexion de Lénine sur l'impérialisme, et notamment qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que plusieurs camarades disent sur le fil de conversation qu'aujourd'hui, on voit très peu de réactivité face à la politique impérialiste que mène la France à l'extérieur, à l'international, en Afrique, au Maghreb, etc. Et comment est-ce que toi, tu penses que les révolutionnaires, aujourd'hui, ils doivent se positionner par rapport à ça? Quelle est la politique? En quoi est-ce que c'est une question primordiale ou pas? Est-ce que tu veux réagir un peu là-dessus? Et je sais que oui, puisque tu écris de très nombreux articles pour Révolution Permanente sur ces questions, donc je sais que ces questions te passionnent, mais est-ce que tu veux terminer un peu en nous donnant ta vision là-dessus? Oui, je pense que c'est très important en France, ça, parce que on a vu depuis, je sais, depuis longtemps, mais en tout cas, il y a eu une époque depuis Sarkozy et Hollande aussi, où la France lançait une intervention à l'étranger une fois par an. Il y a eu la Libye, il y a eu la Syrie, il y a eu le Mali, il y a eu plein d'interventions de la France à l'étranger. Et ça, c'est en termes d'intervention militaire. La France maintient en plus des positions, des interventions militaires permanentes, et en plus de l'oppression
économiques, etc., à travers les privatisations, les dettes et compagnie. Donc, et c'est très important, je pense que dans l'extrême gauche, c'est perdu un peu cette réactivité. Moi, je dis toujours, en discutant avec des camarades et tout, que parfois, tu as l'impression qu'en France, le gouvernement décide de lancer une intervention militaire ailleurs et le coût politique est zéro. Parce qu'en fait, ça ne coûte rien. Il n'y a pas de réaction, il n'y a rien qui fait payer. On voit l'intervention de la France en Libye, c'est un désastre, la Libye, aujourd'hui. La Libye, aujourd'hui, c'est un pays complètement détruit, complètement en guerre, et en grande partie, c'est à cause de l'intervention de la France. Et la France était à la tête de cette intervention, qu'on disait qu'il était une intervention humanitaire. Et ça, il y a eu quoi comme manifestation pour faire payer ça aux différents gouvernements qui ont soutenu ça. L'intervention aujourd'hui au Mali au nom de la lutte contre le terrorisme. Mais en fait, c'est une guerre que même dans les médias, on ne sait rien de ce qui se passe en réalité. Il y a un blackout incroyable. On ne sait pas. On dirait que tout se passe bien. On a des informations seulement quand il y a des soldats français morts. Mais le reste, on ne sait rien en réalité. Et je pense que c'est très important que la France et les travailleurs, la jeunesse reprennent cette politique, ces réflexes anti-impérialistes. Il faut pas oublier que pendant la guerre du Vietnam, en France, il y a eu des grands mouvements contre la guerre au Vietnam. Mais aussi, pendant la guerre d'Algérie, il y a eu la solidarité des travailleurs, des jeunes, des militants avec le peuple algérien qui luttait pour sa libération, pour son indépendance du colonialisme français. Donc, moi, il me semble que, comme tu dis, c'est très important de reprendre cette tradition révolutionnaire, internationaliste et anti-impérialiste, et notamment de la France, quoi. Et il faut arrêter de voir l'impérialisme comme quelque chose que c'est les États-Unis ou les autres, l'Allemagne ou les États-Unis. Non, la France, c'est une des principales puissances impérialistes qui oppriment, qui mènent des guerres, qui tuent, etc. Donc, c'est très important de reprendre ça. Pour moi, c'est fondamental. Sinon, si nous, on veut construire un parti révolutionnaire en France et au niveau international et avoir une politique révolutionnaire, en France, on ne peut pas la penser en dehors de cette question internationaliste et de l'anti-impérialisme français. On va commencer par l'impérialisme français. Voilà. Et juste désolé, parce que ta réponse m'a donné envie de poser vraiment une dernière question. En plus, je vois qu'on est encore assez nombreux, mais parce que la nécessité, comme tu le dis, de se battre contre notre propre impérialisme en France, qui est un des principaux pays impérialistes au monde, ça a aussi des conséquences sur le type de politique qu'on mène en interne, c'est-à-dire la politique impérialiste de la France, elle a effectivement son volet et sa dimension internationale, toutes les guerres, etc., le pillage que tu rappelais, mais c'est y compris quelque chose qu'il faut porter en interne. Quand on voit, par exemple, on discute beaucoup sur les différents lives qu'on fait avec Révolution Permanente de la question de la répression, par exemple, dans les quartiers, ou de la politique raciste de l'État français. Et tu penses que c'est aussi une question importante en interne, je veux dire en France, de mener cette lutte anti-impérialiste? Oui, c'est fondamental. Moi, je trouve que c'est fondamental parce que justement, la France a une politique et ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Elle a eu cette politique aussi d'oppression des travailleurs étrangers, aussi contre les Italiens, contre les Espagnols, contre les Portugais. En France, il y a beaucoup de jeunes et d'autres qui sont soit viennent directement de ces pays-là, qui étaient soit qui sont dedans des personnes, des travailleurs qui sont venus pour d'ailleurs reconstruire la France après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et qui ont été mis dans des ghettos avant, disons, après avoir passé des années dans des bidonvilles, il faut le dire aussi, et qui ont été mis dans des vrais ghettos en France et qui aujourd'hui, la police, et même parfois on voit l'armée, etc., mène une politique hostile et une politique de répression permanente. Comme beaucoup de militants antiracistes et des quartiers populaires l'ont dit pendant les mouvements des Gilets jaunes, la répression énorme qu'on a vue contre le mouvement des Gilets jaunes, c'est la répression que la France mène depuis des années contre les travailleurs, les jeunes qui vivent dans les quartiers populaires. Et ça, oui, ils utilisent tout pour diviser les travailleurs. Parce que eux, ça parce que c'est des musulmans, ça c'est parce que c'est des Noirs, des Africains qui ne sont pas habitués, je ne sais rien. Ils utilisent tout ce discours raciste pour diviser la classe ouvrière entre les bons Français, qu'en réalité, les bons Français, parfois, parmi les bons Français, soi-disant, il y a les Espagnols, les Italiens et les Portugais qui ont été vus comme des rats
et qu'aujourd'hui, voilà, elles sont pour diviser avec ceux qui sont issus, je sais pas, soit d'Asie, ou notamment d'Afrique, des territoires ex-coloniaux français. Donc oui, il y a une continuité de cette politique impérialiste aussi au sein. C'est pour ça que c'est très important de voir toutes les manœuvres, tous les discours qu'il y a pour diviser. Tous les trucs qu'ils disent sur les musulmans et compagnie, ça n'a rien à voir avec la laïcité. C'est une question de racisme, pas de laïcité. C'est ça, les trucs. Et si ce n'était pas l'islam, ils auraient trouvé autre chose. Parce que les Portugais, les Italiens et les Espagnols n'étaient pas musulmans. Mais pourtant, ils étaient aussi ghettoisés et traités comme comme des sous-hommes. Donc, toujours, et ça c'est une question, un problème du racisme lié à l'impérialisme, l'oppression impérialiste de la France, qui est un pays avec une bourgeoisie ultra-réactionnaire qui a une tradition d'oppression et de racisme. Donc ça, je pense que c'est très important. Ça fait partie d'une politique révolutionnaire et anti-impérialiste en général, je pense. Et qui est effectivement une question centrale si on veut essayer de reconstruire un mouvement ouvrier, une classe ouvrière qui soit en capacité de s'allier avec les différents secteurs, dont certains des secteurs les plus précarisés, les plus exploités sont aussi ceux issus de l'immigration et qui subissent donc ce racisme d'État. Bon, c'est une discussion qui est vraiment passionnante, donc c'est difficile de terminer, mais je propose qu'on s'arrête là. De toute manière, on vous invite toutes et tous à non seulement aller retrouver les articles de Philippe Alcoy sur Révolution Permanente, mais aussi à nous écrire sur l'adresse mail qu'un camarade va remettre sur le chat courmarxiste au pluriel.rp@gmail.com. On vous donne rendez-vous ce jeudi à 20h30 pour la 4e séance du cycle Histoire de Révolution avec Valentin Leblanc qui parlera de l'expérience de juin 36 en France. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Renaud Camac, un camarade de Révolution Permanente, pour discuter, pour continuer ce cycle sur Lénine, pour parler notamment de l'État et la Révolution chez Lénine. Et je vous invite, comme chaque semaine, à ne pas hésiter à rentrer en contact avec nous si vous souhaitez continuer cette discussion, mais également discuter de la situation politique et de nos campagnes militantes en faisant signe si vous voulez rejoindre un de nos nombreux comités virtuels Révolution Permanente qui se réunissent chaque semaine dans de très nombreux secteurs, que vous soyez lycéen, étudiant, que vous travaillez dans la santé, les transports, l'industrie, l'aéronautique, j'en oublie les profs, il y a beaucoup de profs qui sont inscrits au séminaire, donc n'hésitez pas si jamais. Bonne soirée, merci encore à Philippe, c'était vraiment hyper intéressant. Et n'hésitez pas non plus à nous écrire si vous voulez retrouver l'enregistrement des séances précédentes. Il y a eu 2 séances sur lesquelles on s'est malheureusement loupé, mais sinon on enregistre à chaque fois les séances et vous pouvez les retrouver en nous écrivant. Voilà, merci encore à tous et toutes d'avoir participé et à très vite avec Révolution Permanente. Au revoir. Ciao.